Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film sorti ce mercredi parce qu'il n'y a pas que Kaamelott deuxième volet, il y a aussi, entre autres, parce qu'il y a énormément d'œuvres qui m'intéressent et je pourrais pas toutes les voir d'ailleurs, hein, je vous préviens à l'avance, mais il y avait aussi, là, parce que je l'ai vu le même jour, le nouveau Yann Kounen. Ah bon, vous allez me dire, okay. Mais c'est surtout le remake ou la réadaptation plutôt du roman de Richard Matheson, L'homme qui rétrécit, qui avait déjà eu une version cinéma donc dont j'ai parlé il y a quelques semaines maintenant. Et au casting pour interpréter ce petit homme, enfin qui va devenir de plus en plus petit, Jean Dujardin. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait de bons films, donc j'étais pas forcément confiant donc sur ce projet. Idem pour Yann Kounen, même si j'aime vraiment son 99 francs. Son dernier à date, mon cousin, était moyen. Puis j'ai découvert son Doberman bien trop tard, je pense. Donc voilà un projet quand même qui appelait à une certaine curiosité. Bon, on va quand même citer deux autres actrices autour de Jean Dujardin, même si on le voit à 80% du temps. Marie-Josée Croze qui joue son épouse et Daphné Richard qui joue sa fille. Il n'y a pratiquement pas d'autres acteurs-actrices, hein. 2-3 figurants au début, et c'est tout. Et donc, nous sommes en présence d'un film, entre guillemets, estampillé de genre, même si ça veut rien dire. Film fantastique, qui va verser vers l'horreur et le drame psychologique aussi, d'un homme lambda, dans sa petite bourgeoisie tranquille, on reviendra sur ce point, qui se prénomme Paul, pour qui, sur le papier, tout va bien, et qui, un beau jour, va être atteint d'un mal mystérieux. Petit à petit, il se voit rétrécir. Alors, au début, il ne comprend pas, il perd 4 cm. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, il va y avoir un docteur, tout va bien, le métabolisme est ok, hein. Mais au fil donc du temps qui s'écoule, il va perdre en taille. 1m65. Puis il va être cloîtré chez lui car il commence à devenir potentiellement trop petit pour que les gens ne lui posent pas des questions. Donc en gros, il va plus au travail, son épouse le garde, il devient une sorte d'enfant aussi. Et ça décline, ça décline, ça décline, jusqu'à devenir très petit. Pour une histoire qui va se transformer en survie solitaire, où il va devoir affronter ses peurs d'un nouveau quotidien. Le même endroit là où il a vécu depuis longtemps, mais différemment, évidemment d'un point de vue tout autre. Et donc c'est là où le film va se genrer dans le côté angoissant. Finalement, c'est une œuvre qu'on peut voir aussi pour préparer Halloween. Et on connaît hein, le cinéma de Yann Kounen, un petit peu incisif en mode, je sais pas moi, qui veut rentrer dedans quoi. J'allais dire petit malin, mais c'est pas tout à fait cela. Mais parfois trop dynamique, même si par exemple sur 99 francs ça fonctionne super bien. Là, on sent qu'il a pris un projet en main qui lui tenait à cœur, enfin qu'il s'est lui-même senti pousser, on va dire, de quelque chose de nouveau. Il fait évoluer son cinéma, le metteur en scène. Jean Dujardin campe un personnage en mode contemplation et métaphysique. Alors il y a eu Sur les chemins noirs il n'y a pas longtemps, c'était vraiment pas bien. C'est un peu dans la même idée pourtant, hein, dans ce qu'il réfléchit sur ce qu'il observe autour de lui. Et en fait, il faut le dire, L'homme qui rétrécit version 2025 est un des grands films français de l'année. Tout simplement. Je suis ressorti de là ému. Ça peut paraître simple sur certains points dans la réflexion métaphysique, mais en fait, ça touche juste. T'as pas besoin de cours de philosophie de 4 heures ici. Tu comprends que ça fonctionne sur nous, les êtres humains, face à notre existence. Il y a cette voix off là qui aurait pu être pénible à 90% du temps, ça me saoule ça. Mais elle arrive à être juste, parfaitement d'ailleurs campée par Jean Dujardin. Il fait une réflexion sur lui-même et tout. Elle intervient à des moments clés. Elle n'est jamais vraiment trop envahissante. Alors certes, c'est très écrit, donc certains diront oui, bac philo, elle, ok, peut-être. Mais je trouve que c'est justement écrit et que ce qui est dit au moment où c'est dit, c'est la tonalité parfaite. On peut enfoncer des portes ouvertes avec tout ça. Bien sûr, tu prends le texte à part, comme ça, lu, mais avec l'ambiance et ce que vit le personnage principal, tout est une question de tempo et d'intégration.
Et avec ce film, Yann Kounen réussit tout ce qu'il entreprend quasiment dans sa mise en scène. Je ne l'ai jamais vu aussi posé, limite contemplatif dans son approche. On a des plans séquences qui ne sont pas là juste pour faire joli et pour surstyliser. Le plan formel est remarquable parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est du cinéma qui parle, qui réfléchit son sujet et qui propose par le fond, par la forme, pardon, le fond. Exemple, un plan séquence, un moment, time-lapse, sur la même pièce, mais le temps passe. Ça veut tout dire. Bon, parce qu'à un moment, il faut quand même avancer pour le petit, même s'il y a des effets qui sont intéressants là-dessus. Il y a une scène comme ça. C'est vertigineux. Il y a beaucoup de moments vertigineux aussi, hein, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Remarquable. Et à aucun moment, vous reconnaîtrez les poncifs, entre guillemets, de Yann Kounen sur des films d'avant. Sauf peut-être cette voix off qui réfléchit, qui, on va dire, se pose sur son propre sort. Ben, ça, dans 99 francs, vous l'aviez. Un petit peu dans un autre ton, mais vous l'aviez, avec Jean Dujardin, qui faisait la voix off d'ailleurs, hein, parce qu'il était dans 99 francs. Alors c'est amusant parce que j'ai souri au début. Ce côté un peu carte postale pub, quand on le voit dans la mer, parce que voilà, à un moment, il nage au début. Puis après, il y a la plage autour. Ce qui rappellera quelque chose dans 99 francs, si vous l'avez vu. Mais vous ne rirez plus et vous ne sourirez plus jamais dans le film après ça. C'est assez fort parce que peut-être certaines personnes imagineraient avec Jean Dujardin que ça verserait dans la comédie horrifique, enfin, comédie fantastique quand même. Jean Dujardin, il a fait quand même plus de rôles comiques que... Bah, ça se discute ça encore. Ça se discute. Ces derniers, hein, sur les chemins noirs là, ou Novembre, c'était raté les deux, hein, mais c'est pas de la comédie. J'accuse, c'était pas de la comédie, c'était pas bon. Enfin, avec le recul, le film je l'avais aimé à l'époque, mais plus j'y pense, plus c'était un peu problématique sur des points que je vais pas évoquer ici. Mais en fait, finalement, Jean Dujardin, il est pas tant que ça dans la comédie. Oui, il y a eu Brise de Nice, oui, il y a eu OSS 117, d'accord. Il y a eu Le Dain, mais Le Dain, c'était tragicomique dans l'horreur. En fait, finalement, c'est peut-être son meilleur rôle depuis Le Dain. Voilà, je balance ça comme ça. Mais oui, Jean Dujardin, exceptionnel dans ce film. Alors oui, hein, les déclarations autour, ce qu'il a pu faire ces dernières années. Écoutez, on est sur le film, là. Et dans cette approche-là, je trouve que finalement, il y a presque une prise de recul méta sur ce qu'il est lui. Compliqué Dujardin, il a eu sa starification assez ultime et que c'est pas quelqu'un qui est fait pour être une star, tu le sens. Voilà, oui, bon, c'est le bon vivant franchouillard, un peu, oui, nous c'est nous, rappelez-vous, bon. Et là, il se retrouve dans un film où son côté métaphysique du personnage, ça lui va très bien aussi. Je pense qu'il y a... Ça a dû le marquer aussi dans le jeu, dans ce qu'il a... C'est pour ça que ça sonne juste dans ce qu'il dit. Il y a quelque chose où tu sens que ça peut être Dujardin qui le dit. Après, voilà, hein, on va pas juger l'homme autour. Là, on est quand même dans une œuvre, et dans ce qu'il donne au sein de cette œuvre, c'est parfait. Et il se donne physiquement, émotionnellement aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ferai une mini-zone spoiler quand même, mais... Voilà, le film tient son concept de A à Z quasiment. Et c'est exceptionnel sur les moments d'action, les moments d'angoisse, les moments de peur, les moments donc évidemment de contemplation réflexive, les moments familiaux, la bascule où après il sera tout seul, tout ça, l'environnement qui devient son ennemi alors que c'était son petit cocon du quotidien. C'est intéressant, ça veut dire que nous sommes parfois notre propre ennemi, mais notre routine aussi peut être notre ennemi. Voilà un peu un des messages du film. Et que, évidemment, bon, ça, c'est évident, c'est en redevenant tout petit, avec une certaine humilité des choses, qu'on se rend compte que peut-être le bonheur nous a fui des doigts. Alors pourtant, tout est parfait dans sa vie. Hein. Mais justement, peut-être qu'il ne profitait pas suffisamment de ce bonheur simple. Et ce qui lui arrive le rappelle à cela. Et que, ben, évidemment, nous sommes de toute façon infiniment petits aux yeux de l'univers, quoi qu'il arrive. Donc, sur cette terre, qu'on fasse 1m80 ou 2 cm, qu'est-ce que ça change? Bon, évidemment, ça change par rapport à la survie. Hein. On ne fait que survivre, on ne fait plus que vivre. Ça fait réfléchir aussi, du point de vue des animaux, des insectes. Bah oui, c'est pas la même vie. Alors, il y a un moment un peu, je regrette, parce que c'est un peu vite fait dans la voix off, il dit oui, les animaux, au moins, ils n'ont pas à penser. Bon, vu le contexte là, ça passe. Mais bon, il y a 2-3 petits défauts, pas sur des scènes en trop ou en moins, là-dessus franchement j'ai rien à dire.
peut-être sur des effets spéciaux qui sont quand même à 80% du temps réussis et très mécaniques, je pense aussi, ou très bien réalisés dans l'aspect peut-être retouche CGI. Il y a un moment, il y a un feu. Là, on n'y croit pas. Voilà, je pense que la texture aurait dû être mieux travaillée, mais on n'y croit pas. On voit que c'est du feu numérique. Là, sur le coup, ça m'a un peu sorti de la scène pendant 10 secondes, là. Bon, sur le reste, après, l'utilisation des décors. Enfin, c'est un film sur l'espace-temps aussi. Hein. Sur le temps, j'en ai parlé. Le temps, d'ailleurs, on voit les dates défiler. Il y a cette scène magnifique de plan séquence elliptique, remarquable. Okay. Mais il y a le décor aussi, qui est le même, mais qui n'est pas le même, puisque c'est le point de vue qui change une fois qu'on répétisse. Et qui nous est tout nous est présenté au début, la cave, les animaux, tout ce qui va interagir après. La maison de poupée de la fille, le rapport père-fille qui va forcément se retourner un moment. C'est subtilement écrit en fait, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi le projet là. Même la musique, alors bon, Alexandre Desplat il sait faire de superbes compositions, mais parfois on l'entend trop, donc il y a des moments où c'est un peu rébarbatif. Là je trouve que sur les plans un peu angoissants, il arrive à créer quelque chose avec l'aspect musical. Il travaille sur le son aussi. Oh, le son, c'est génial les détails, ils ont pensé à tout. Les sons distants, ou quand on est petit on n'entend pas assez, ou quand on se fait pas assez entendre. Les petits détails de bruit autour d'une épingle. Les costumes aussi, parce qu'évidemment, c'est beaucoup mieux géré que l'original, je trouve, sur les costumes d'ailleurs. Bon, il y avait peut-être à l'époque moins de réflexion, moins de temps pour ça, mais là, c'est passionnant. Même s'il y a des petits raccourcis, c'est vrai qu'il y a 2-3 petits raccourcis quand même, c'est le cas de le dire, pour un film comme ça, c'est amusant, mais il faut bien faire vivre la narration. Il y a des petites facilités, par exemple. On peut se poser des questions. Par rapport au poisson, par exemple, j'aurais des choses à dire. Mais bon, spoiler. Là, je vais rebondir là-dessus. Donc il finit dans la cave tout petit et tout là. Le poisson il est laissé là à l'abandon, personne ne vient de le nourrir. Bon, moi je veux bien, hein. C'est dommage quoi. Bon ça c'est une chose, c'est pas grave. Peut-être que son aquarium lui donne à manger automatiquement, mais bon, vu une scène où Paul lui donne à manger, scène très poétique d'ailleurs, où il a dansé avec le poisson, c'est magnifique ça, bon. C'est pas la forme de l'eau, mais ça... Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, l'histoire du poisson, mais c'est surtout, je trouve que l'épouse n'insiste pas trop pour bien fouiller et regarder dans la cave, et un peu partout dans la maison. Parce qu'à un moment, bon, bah, le mari, elle le pense perdu. Alors, attaquée par le chat, elle voit du sang, elle pense peut-être que le chat l'a bouffé, mais j'en doute, parce qu'elle n'est pas assez paniquée et horrifiée sur le moment où elle découvre ça. Donc j'aurais imaginé, il y a la petite qui veut chercher son père, ils auraient fouillé de fond en comble au moins la cave, ça pourrait être logique d'aller fouiller cette cave à un moment. Il l'aurait retrouvé facilement, surtout qu'il écrit son nom à la craie. Alors, pourquoi il y a une craie là, je ne sais pas. Vous voyez, bon, c'est des petites facilités comme ça, on peut chipoter pendant des heures, mais elle a vite abandonné l'idée quand même. Elle fait une résilience absolue, quoi, la perte de son mari. Bon, elle l'avait perdu indirectement avant, en le voyant petit. C'est bizarre, d'ailleurs, la façon dont elle le contemple. C'est triste. Ça m'a fait un peu, limite, pleurer, presque. Hein. C'est pas sorti les larmes, mais voilà, il est là quand il dit qu'est-ce que je peux faire maintenant, aller dans un cirque. Et on voit, elle n'a pas vraiment de réaction. C'est compliqué. Peut-être il manque un peu d'empathie, d'écriture sur le personnage de l'épouse. Mais c'était pour justifier la deuxième partie. Bon, voilà. Cette idée, donc, personne ne va vraiment chercher le fond en comble. Après, vous allez me dire, bah, il n'y aurait pas eu de film. Oui, c'est pas faux. Donc voilà, c'est un peu la limite hein, de ce genre de concept aussi, forcément. Et alors, dans toute cette deuxième partie, évidemment, le chat, hein, c'est ça, hein, le chat le chasse. Le chat qui était son compagnon devient son ennemi. La petite araignée qu'on voit au début, oh non, on va pas la tuer, la petite araignée. Elle va devenir son ennemi, d'ailleurs, il va affronter l'ennemi, il va réussir à faire peur à l'ennemi, c'est lui le prédateur. Comme ça. Hein. Bon, la découverte du feu, évidemment, façon caveman, il est vraiment dans une cave. Hein. Bon, on passe pas une grotte, là, c'est une cave. Hein. L'araignée qui devient très grosse et les parois autour. Il y a un moment, on se croirait dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, une sorte de paroi du Mordor. Là. Limite, il aurait pu avoir un Balrog qui surgit, ça aurait été une luciole. Quoi. Bon, il y a un vrai travail sur les décors. C'est passionnant, ça. Je pense qu'il y a eu une minutie dans la réflexion de cela. Donc ouais, l'araignée, la petite fille dans la poupée, qui prend son père dans la maison à poupée, qui devient le monstre que le père était quand il s'amusait avec elle, enfant. Donc on voit aussi le transfert aussi des rôles. Mais évidemment, les points de vue changent. Donc le poisson, j'en ai parlé. Les petits soldats en plomb qui deviennent le seul compagnon d'une solitude absolue. C'est terrible. La seule nourriture, c'est un vieux morceau de fromage sur une tapette à souris, alors qui dure quand même quelques semaines, ça va, il a du bol. Timelapse de survie aussi là-dessus, mais bon, hein. Le film n'en fait pas trop non plus. Hein. Il découvre pas une réserve de nourriture complètement cachée dans un coin non plus. Hein. Ça va.
Mais c'est vraiment bien géré parce que c'est attention, le film est complètement épuré de dialogue, forcément dans la deuxième partie. Bon, il y a cette voix off quand même, mais dans la deuxième partie, elle est moins présente, je trouve, elle est plus parcimonieuse, c'est passionnant. Et la réflexion sur la vie. Bon, bah oui, parce qu'à un moment, il va quand même réussir à sortir grâce à la moustiquaire parce qu'il devient tout petit. Il va voir dehors dans le jardin, genre du jardin dans le jardin, hein, c'est amusant, enfin dans le jardin ou dans le truc dehors, quoi, là où il y a des herbes. Hein. Et là, oui, bah, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mais ça, c'est comme dans le premier film. Hein. Oui, c'est tout simple. Il y a un rapport, il n'était pas dans la version donc, première au cinéma. C'est la petite fille, elle n'était pas la fille. Et le reflet, l'écho, la fille regarde l'espace et lui aussi. Et il est encore là. Il ne sait pas où, ni comment, mais il est encore là. Ça se termine plus ou moins comme ça. Et vous avez un générique, en fait, un pré-générique, restez-y. Où vous avez donc une percée vers l'infiniment grand. C'est-à-dire que nous, on est allé, lui, il va dans l'infiniment petit, et la caméra qui observe va dans l'infiniment grand. Le message est clair. Bon, évidemment, Ant-Man, on y pense, mais pas que. Hein. Oui, l'infiniment grand, l'infiniment petit, il y a des théories là-dessus, comme quoi l'infiniment petit renfermerait peut-être des univers. Finalement, peut-on relier l'infiniment grand et l'infiniment petit grâce à des idées du truc quantique? Peut-être qu'un jour on découvrira ça. Peut-être qu'autour de nous, il y a des milliards de microscopiques, minusculissimes univers dans lesquels il finira par vivre. Bon, ça c'est Ant-Man, vous allez dire oui, d'accord. Mais voilà, on pourrait presque fantasmer une suite où il serait dans un autre univers. Bon, on va peut-être pas... Non, parce que là, finalement, ça serait Quantum Mania. On va éviter. On pouvait le faire autrement et mieux, surtout, ce genre de film-là, en dehors de l'aspect MCU. Moi, je balance ça. Mais bon, je pense pas. Hein. C'est pas du tout que ce soit dans les projets. Voilà, c'est beaucoup de poésie et donc de réflexion métaphysico-existentielle qui te fait sortir de là en mode, oui, bah, profitons de ce que nous avons. C'est déjà bien. Et réflexion, je finirai là-dessus, sur la bourgeoisie aussi, parce qu'il y a réflexion sur la place de l'homme sur Terre. La façon dont il est contaminé par ce vortex qui s'ouvre là, comme si c'était un message divin qui venait lui donner une malédiction, ou pour qu'il soit conscient des choses. Il y a un petit peu déjà dans sa solitude en plein océan, là. Enfin c'est la mer, c'est l'océan Atlantique, je ne sais pas où ça se passe. Et il n'y a pas d'explication autre. Il y a quelque chose de métaphysique déjà là, qui vient peut-être d'ailleurs, d'en haut, de l'espace, divin, si vous voulez. Hein. Je pense que ça peut être agnostico-théologique, tout cela, selon vos croyances, ou c'est le hasard, ou c'est un phénomène naturel. Et je pense que ça nous rappelle aussi que, bah oui, le gars, il est heureux, mais il n'est pas heureux, en fait. Il est heureux parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a une femme qu'il aime, on se voit au début, avec la fille, le boulot. Mais au boulot, on voit la pression. Puis bon, la fille, des fois, il n'a pas trop envie de lui raconter une histoire. Puis sa femme, oui, bon, ok, il cuisine. Mais voilà, c'est ce petit cocon de bourgeoisie, de vie comme cela, où en apparence, tout est parfait. Derrière, au fond de soi-même, parfois, ça ne suffit pas et on ne comprend pas pourquoi. Bah, il suffit de... Voilà, il se passe un truc, ça change tout. Donc forcément, tu finis par regretter des choses qui t'étaient évidentes avant. C'est un message, ça. C'est-à-dire que je pense que l'être humain, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il va se contenter de tout ce qu'il peut avoir. Parfois, il veut plus ou il veut trop. Et parfois, il s'enferme dans une forme de mélancolie alors qu'il n'a pas besoin d'eux. C'est comme ça qu'il se passe. Selon des crises de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Moi-même, j'ai vécu ces moments-là où j'ai changé les choses alors que je ne voulais pas les changer. Que j'ai changé, beaucoup changé. De façon de vivre, de routine et tout. Bah, ce film-là, ça te met ça dans la gueule, quoi. Donc, évidemment, tu ressors de là avec beaucoup de choses en tête. Je ferme la zone spoiler. Oui, c'est un des films les plus émouvants que j'ai vu cette année aussi. Des plus flippants, et des moments vraiment, vraiment flippants. Vertigineux, j'en ai pas vraiment parlé, mais forcément, il faut pas avoir le vertige à un moment. Voilà. Tu peux avoir une pulsion de survie telle que tu deviens un surhomme dans ta condition de petit homme. Il y a aussi cela. Hein. La taille importe peu, c'est l'esprit qui compte. C'est pratiquement brillant comme film. Hein. J'aurais envie d'avoir un peu plus de recul pour savoir où il va se situer dans le bilan de l'année, mais je vais en parler dans mon top de l'année, enfin dans mon bilan, je ne sais pas sous quelle forme je le ferai encore. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort. C'est le deuxième film métaphysico-spirituel qui me fait un effet fort cette année après Life of Chuck. Différent, mais cette idée cosmique aussi de notre place dans notre univers à nous et de l'univers autour de nous. C'est important et intéressant d'avoir des films comme ça. C'est pas un film qui va te renfermer sur toi-même, au contraire, ça te permet d'ouvrir les yeux aussi. C'est pas pour autant qu'on va fermer les yeux sur ce qui se passe de très grave dans le monde et qui nous oppresse aussi. Mais en fait,
très peu de choses peuvent nous oppresser si on ne fait pas attention. Non mais c'est un film à voir, voyez-le, L'homme qui rétrécit. C'est important de défendre ce genre de proposition au cinéma. Et en plus pour cette fête d'Halloween. Vous pouvez montrer ça même, j'allais dire à un enfant, c'est compliqué. Je sais pas, à partir de 10 ans ça se tente, mais il n'aura pas la même vision des choses. C'est intéressant ça, est-ce qu'il y a une visée uniquement adulte pour vraiment rentrer dans ce genre de film? C'est quand même très posé, hein. Mais bravo Yann Kounen, bravo Jean Dujardin. Je suis pas parmi vos plus grands fans, même si j'ai aimé votre duo dans 99 francs. Mais franchement là, on ne peut que s'incliner. Pourtant je partais pas gagnant. Je partais pas gagnant. Comme quoi, hein. Voilà, quand on sait prendre un projet en main, quand on maîtrise le concept et quand on va au bout des choses en faisant du cinéma, en pensant le cinéma, avec son cœur et son esprit, les deux là se connectent, voilà ce que ça donne. Allez, à vous la parole en commentaire, j'espère que vous l'avez vu ou que vous allez le voir et on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao.